Wilfrid Nsonde vient de publier Un océan, deux mers, trois continents. Un roman historique et d'aventure, celle du prêtre Dom Antonio Manuel, chargé au début du XVIIe siècle de devenir le premier ambassadeur africain au Vatican. Ce livre lui a valu le prix des 5 continents de la francophonie. C'est moi qui l'invente un peu, mais... Wilfrid Nsonde était invité par l'Institut français de Maurice, thème de sa conférence « Écrire sur l'esclavage ». Merci de nous recevoir pour quelques instants. Vous êtes à Maurice pour une conférence qui va s'intituler « Écrire sur l'esclavage ». Quand vous avez su que vous veniez chez nous, Maurice, ça vous a parlé? Oui, Maurice m'a parlé parce que je connais Jean-Marie Gustave Leclésio et Natacha Apana qui m'ont parlé de cette île et j'ai lu leurs livres aussi. Enfin, certains, donc dans certains ils en parlent et puis bon, il y a quand même assez de Mauriciens en France pour que j'ai eu une vague idée quand même. Mais j'étais ravi parce que c'est une très belle île et il y a un brassage de population assez spécial, donc c'est vraiment intéressant. Et le thème de votre conférence, Écrire sur l'esclavage, vous l'aviez choisi précisément pour quelle raison? En fait, on l'a choisi donc avec l'Institut parce que mon dernier roman parle d'esclavage, enfin parle plutôt de traite transatlantique. Et comme Maurice aussi a connu l'esclavage, donc ça tombait bien. Voilà, je crois que c'est important de revenir sur ce thème parce que l'esclavage a existé longtemps partout, que ce soit en Amérique du Sud, du Nord, en Europe, en Asie, Chine, Japon, en Afrique. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre héritage à tous. Et c'est important d'y revenir, d'essayer de comprendre les mécanismes qui poussent certains êtres humains à considérer d'autres êtres humains comme des marchandises, pour que ça ne se reproduise plus et pour qu'on assure et qu'on produise d'autres types de relations entre les êtres humains. Vous-même, ce mot, cette transaction et tout ce qui est associé à ce qui s'est passé dans notre histoire, vous vous en êtes rendu compte quand? À quel moment? Dans le passé collectif du Congo, l'esclavage est présent puisque la traite au royaume du Congo a commencé dès le XVIe siècle. Donc c'est quelque chose qui se dit, qui se répète, parce qu'aussi les Bas-Congos étaient eux-mêmes esclavagistes, il faut le dire. Donc oui, c'est quelque chose qui fait partie du passé commun. Et encore une fois, sans qu'on s'en rende compte, il y a dans nos comportements, il y a dans nos mots, il y a des traces de cette histoire-là. Donc c'est important vraiment, entre guillemets, de faire le ménage dans nos têtes et dans notre histoire, tout ça dans le but, encore une fois, de faire autre chose demain. Autre chose, vous pensez à quoi? L'amitié, de faire la promotion de l'égalité entre les êtres humains, d'expliquer que la différence de l'autre est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur, il faut la considérer comme une richesse possible. Voilà. De ne jamais oublier que chaque être humain est une histoire sacrée qui mérite de l'amour, qui mérite de la dignité et du respect. C'est dans ce sens-là. Votre roman qui vous amène un peu ici nous ramène à 400 ans en arrière, on va dire à peu près, au début du XVIIe siècle. C'est une histoire incroyable, une histoire vraie. On a peut-être du mal à croire aujourd'hui que ce genre d'histoire a pu exister. Vous êtes tombé dessus comment? Je suis tombé dessus presque par hasard parce que l'histoire de ce personnage était évoquée dans un livre de la bibliographie de la thèse de mon frère qui est historien. Et ça m'a tout de suite frappé. Parce que je n'aurais jamais pensé qu'un Africain aurait pu avoir cette histoire au XVIIe siècle. D'abord, qu'il ait pu être invité par le pape. C'est le pape qui voulait qu'un Africain siège au Vatican. C'était une surprise. Et tout son périple, qui va donc au Brésil, au Portugal,
en Espagne et finalement à Rome, c'est une épopée. Voilà, et c'est fondamentalement extraordinaire. Si ce n'était pas une histoire vraie, on dirait que c'est pas possible. Comment on se met dans la peau de ce genre de personnage il n'est pas esclave, il n'est pas négrier, et il se retrouve à bord d'un navire pour aller avertir le pape, qui il le sait peut-être ou il ne sait pas trop exactement ce qui se passe. Comment on se met dans la peau de ce personnage pour raconter cette histoire? Eh bien, d'abord, on se documente sur cette époque-là, on se documente sur la vie dans le royaume du Congo, on se documente beaucoup sur la vie, les conditions de vie sur un bateau qui transportait des esclaves au XVIIe siècle, et on essaie d'imaginer comment un prêtre intègre, qui est très profond dans sa foi, comment est-ce qu'il réagit par rapport à ce qu'il voit. Voilà. C'est l'exercice de l'écrivain d'essayer d'imaginer une subjectivité qui n'est pas la sienne. C'est mon travail et c'est ma passion. D'imaginer des perceptions, de créer des subjectivités, en essayant de respecter ce qu'aurait pu être sa mentalité. Ce n'est pas un homme du XXIe siècle comme moi, c'est un homme du XVIIe, dans les conditions du XVIIe. Et quand vous l'écrivez, quand vous racontez cette histoire, est-ce que c'est une écriture est-ce qu'on peut dire comme ça, une écriture de noir qui écrit par rapport à ce qui s'est passé? Non, alors non, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'être noir, il n'y a pas d'être blanc. Et surtout au XVIIe siècle, ça n'existe pas encore. Ça, c'est dans nos bouches, ça, c'est dans nos têtes depuis le XVIIIe siècle. Mais avant, ça n'existe pas. Voilà. Donc je me mets, et c'est une super question que vous me posez là, je me mets dans la place d'un être humain. Qui plus est un religieux, c'est un catholique. Dieu ne distingue pas entre noir et blanc. Pour Dieu, tous les êtres humains sont ses enfants. Donc c'est dans cette perspective-là qu'il est. Et c'est pour ça qu'il a bien sûr de la compassion pour les esclaves, qui ont la même couleur de peau que lui, mais il a aussi de la compassion pour les matelots. On ne le sait pas, mais la condition des matelots au XVIIe siècle sur un bateau qui transportait des esclaves n'était pas très enviable. Il y avait un médecin pour les esclaves, il n'y avait pas de médecin pour les matelots. Les esclaves étaient mieux nourris que les matelots pour une raison simple. Il valait plus. Et voilà. Donc, il développe de la compassion et de l'empathie pour tous ceux qui souffrent. Voilà. Et c'est là où je veux en venir. Donc ce n'est pas une parole de noir, c'est une parole d'être humain. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et votre histoire, quand elle a été publiée, elle a surpris, elle s'est fait remarquer, mais en même temps, tout le monde a été un peu étonné que ça existait, quoi. Oui, on est étonné et c'est bien parce que on comprend que nos perceptions non seulement sur l'histoire ne sont pas si justes que ça, mais que surtout il faut que nous évoluions dans notre perception de l'autre. Voilà. Je vous regarde, je ne vous connais pas, mais j'ai des tas de préjugés en tête. C'est un journaliste, il a la peau pas très blanche, mais pas très noire. Je commence à spéculer et j'oublie une chose. Il faut que je vous demande de me parler de vous. Que je mette mes préjugés de côté, que je vous laisse me dire qui vous êtes. Voilà. Et ça, ça surprend, mais c'est important parce que ce réflexe-là, nous ne l'avons pas. Nous regardons et nous jugeons. Alors qu'il faut écouter d'abord. Tout à fait. À vous écouter, une chose me vient en tête. Est-ce que écrire sur ce genre d'événements, c'est de plus en plus facile maintenant qu'on a accès à plus d'informations, qu'on accepte plus ce qui s'est passé, ou alors il y a plus de violence qui a été cachée entre guillemets dans les archives, et
on a un peu peur que ça sorte comme ça, petit à petit. Oui, quand on écrit sur le passé de l'esclavage, il faut être extrêmement prudent. Parce que, et ça se comprend, les sensibilités sont encore très à fleur de peau. Voilà, je parlais à l'instant avec l'une de vos collègues, son arrière-grand-mère était esclave. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de clivages, il y a beaucoup d'aigreurs, il y a beaucoup de non-dits. Donc il faut être... C'est très difficile d'écrire sur l'esclavage, d'un, parce que beaucoup ne veulent pas en entendre parler, tellement ils ont peur d'être culpabilisés, ou tellement ils ont peur que ça vire à la dispute. Il faut être prudent, il faut dire les choses, il faut les écrire, mais être très pointillé sur la justesse des informations et sur la justesse de ton. Parce que moi, si j'écris ce livre, c'est pas pour qu'on se dispute, c'est pas pour qu'on se clive, c'est pour qu'on se réconcilie. C'est pour qu'ensemble nous disions, ça c'est passé, il faut que nous fassions autrement. Voilà. C'est ensemble nous devons lutter contre l'esclavage d'aujourd'hui et surtout celui de demain. Et une des façons de lutter contre ça, c'est par rapport à l'éducation. Comment enseigner ce fait à l'école. C'est pas une matière, mais c'est un sujet qui est de plus en plus accepté maintenant dans le milieu scolaire. Vous pensez que c'est une bonne chose de persévérer dans ce sens? Bien sûr. Mais ce qui est le plus important, c'est de déconstruire les mécanismes qui poussent à la soumission, à l'asservissement. Et donc, il faut enseigner ça dans les écoles, mais il faut aussi sensibiliser chacun dans son quotidien. Comment je me comporte avec mon épouse? Comment je me comporte avec mes enfants? Comment je me comporte avec les enfants des rues? Comment je me comporte avec le serveur au restaurant? Si j'en ai les moyens, que j'ai un chauffeur, comment je me comporte avec mon chauffeur? Voilà. Chacun d'entre nous, dans son quotidien, est confronté à ça. Je fais comment? Comment je me comporte avec l'étranger qui vient chez moi? Parce que c'est là que ça commence. Je peux le traiter avec dignité, je peux le traiter avec mépris. Je peux même ne pas le considérer tellement il est inférieur à moi. Une dernière chose, vous allez continuer à écrire sur l'esclavage? Directement non, mais je vais continuer à écrire sur le mode de relation entre les êtres humains qui est le plus approprié. Et ça commence aussi par le type de relation qu'on entretient avec notre environnement. Tout ça est lié. Il ne faut pas non plus que j'existe dans une intention d'asservir mon environnement. Il faut que j'essaie de vivre en harmonie avec lui. Et ça, c'est une très grande question du XXIe siècle. Une question brûlante. Il faut qu'on travaille sur cette tendance à l'asservissement, à la domination. Parce que ça mène à la catastrophe. On va se quitter sur cette réflexion. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci.